jamais été inquiétés. Mais Huguette et Mickaëla ont-elles été les seules victimes? Il n'y a pas que nous, quoi. Il y a aussi toutes celles qui ont disparu, qu'on ne retrouvera jamais. Vous avez l'impression qu'il y a eu d'autres victimes avant vous et Huguette? Oui, il me l'avait dit. Il vous l'avait Il m'avait dit, j'arrive pas à te vendre, t'es trop cher. Il me disait, tu finiras comme les autres. Tu mangeras le pissenlit par la racine. Huguette et Mickaëla n'ont pas été les seules victimes, c'est ce que nous confirme notre informateur. Une troisième fille, une troisième jeune femme. Elle n'a jamais assisté au procès. Cette jeune femme, elle s'appelle Isabelle. Isabelle n'a jamais été entendue par le juge d'instruction. Ce n'est pas une proie comme les autres. Elle s'est prostituée au début des années 80 sur les bords de l'Yonne à Auxerre. Recrutée par Dunant, mais effrayée par ce qu'il lui faisait subir, elle s'est enfuie et n'a jamais réapparu. Isabelle n'était pas cagoulée. Il est donc probable qu'elle ait vu certains clients. Après une enquête difficile, nous retrouvons sa trace à Montdidier dans la Somme. C'est là que nous apprenons qu'Isabelle est décédée. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Édouard? J'avais téléphoné pour avoir des renseignements sur votre fille. Elle est décédée? Oui, il y a déjà un moment, ça, hein. Il y a déjà plusieurs années? Ça fait des années que moi je ne l'ai pas vue, puis elle est décédée, je ne sais pas pourquoi. J'ai un beau-fils dans Lyon, il n'y a que lui qui peut vous renseigner. Lui, il est toujours là-bas. Il a de grandes propriétés là-bas. À Auxerre même? À Auxerre même, oui. Ouais. Isabelle est morte en 1998, mais dans quelles circonstances? C'est la question que nous posons à son beau-frère, un homme inquiet qui a voulu aussi rester anonyme. Ils l'ont retrouvé empoisonné, c'est affirmatif. Ils m'ont pas dit que c'est elle qui s'est empoisonnée. Hein. Oui. Et ça vous a paru bizarre, cet empoisonnement? Ce que j'ai pas compris chez elle, aucun papier, aucune photo. Elle avait toujours les photos de ses gamines sur elle. Pour vous, on a fait disparaître tout ça, quoi. Pour moi, on a fait disparaître les traces. Tout est détruit. Mais ce n'est pas tout. Le beau-frère d'Isabelle nous révèle pourquoi, en 1991, Isabelle n'a pas pu se rendre au procès du Dunant. Elle est accidentelle, elle ne peut pas se déplacer. Elle a eu un accident de bagnole, on va acheter pas une bagnole, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Qui a provoqué pour elle l'impossibilité de se déplacer. Oui, moi je l'ai su donc par ses amis, là, dedans, qui habitaient Chalon. Cet accident aujourd'hui vous paraît louche aussi, quoi. Bah oui, c'est plus que bizarre. C'est plus que bizarre. La justice n'a pas tenté de retrouver Isabelle après l'instruction, une instruction qui s'éternise. En 1988, Claude Dunant attend son procès en prison depuis déjà 4 ans. C'est alors qu'entre en jeu une curieuse association d'insertion de détenus, la Fraternité Notre-Dame, fondée par un visiteur de prison, un certain Georges Fritsch, et financée par des fonds publics. Elle s'intéresse tout particulièrement aux détenus Dunant. C'est d'ailleurs bizarrement elle qui reçoit de l'argent de Claude Dunant et non l'inverse, comme le prouve cette lettre envoyée par Dunant au Crédit Lyonnais. Veuillez remettre à M. Fritsch les bons anonymes pour transfert à l'association Fraternité Notre-Dame, dont le montant s'élève à 90 000 francs. Dunant finançait-il l'association en échange d'une intervention? En tous les cas, ça marche. Georges Fritsch, se recommandant de Jean-Pierre Soisson, alors ministre du Travail et maire d'Auxerre, intervient auprès de Pierre Arpaillange, ministre de la Justice, pour obtenir de l'argent et la libération de Claude Dunant. Monsieur le ministre, je profite de mes vieilles et excellentes relations avec monsieur Jean-Pierre Soisson pour solliciter nos subventions de 200 à 220 000 francs. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire. Il pourrait demander une semi-liberté, même dans le cas d'une condamnation à 14-15 ans, ce qui semble être le maximum prévu par la loi vu les chefs d'inculpation. Nous contactons la préfecture de Lyon pour consulter les statuts de la Fraternité Notre-Dame. Je vous dérange pas de... Non, c'est moi qui vous ai appelé hier pour consulter le dossier sur la Fraternité Notre-Dame. On a questionné le préfet hier soir. Oui. Et bon, il ne souhaite pas dans la mesure où l'association est dissoute. Pourtant, les consultations sont normalement publiques. En tout état de cause, la Fraternité Notre-Dame fait tout pour obtenir la libération de Dunant.
La lettre à Pierre Arpaillange a-t-elle fait de l'effet? Toujours est-il que dans la foulée, Dunant obtient sa libération provisoire en 1990. Une décision rarissime dans les annales de la justice pour un détenu accusé de violence, précédé de torture et d'actes de barbarie. 3 jours après sa libération, Dunant est contacté par un généreux donateur. C'est ce qu'il explique à Lyon Républicaine. J'ai eu un contact avec une personne qui me proposait une nouvelle identité, un billet d'avion pour le Sénégal et une forte somme d'argent. J'aurais pu m'échapper facilement. Mais Dunant confiant reste en France. Le procès a finalement lieu en octobre 1991. Dunant reconnaît les faits, mais ne dénonce pas ses clients. Il n'hésite pas à regretter l'abolition de la peine de mort qu'il estime méritée. Le procès, pour moi, ça a été une horreur. C'était l'enfer qui recommençait. Parce que tout était là, devant nous. Sauf les clients. Sauf les clients. Et Dunant mentait sans arrêt. Et pour pas faire un scandale, pour me tenir correctement, devant les jurés, devant le procureur, même devant M. Bourguignon, qui à cette époque-là était juge, eh ben, je faisais des allées et venues. Je restais pas en place, j'arrivais pas. Quelle était l'attitude de Dunant? Arrogant. Il nous toisait de la tête aux pieds, l'air de dire que quelque part, il a toujours ce petit esprit de vengeance. Je l'ai dénoncé et ça lui a pas plu. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté par les assises de Lyon le 2 novembre. Claude Dunant est renvoyé en prison jusqu'en juin 2001. Il aura accompli moins de 15 ans de prison. C'est exceptionnel pour un condamné à perpétuité. Peu de temps après sa sortie de prison, il contacte Gérard Delorme, le rédacteur en chef de Lyon Républicaine. Il a demandé l'autorisation au juge d'application des peines parce que sa libération conditionnelle était aussi liée à une loi du silence qui lui avait été demandée. Il a obtenu l'autorisation et bon, moi je l'ai rencontré bien volontiers parce que bon, il a purgé sa peine. On a dit aussi les choses et aujourd'hui, je crois que c'est un homme un peu différent qui veut essayer de se réhabiliter. On ne sait pas, on a du mal à mesurer quelle est la part de vrai dans ce qu'il pouvait dire, parce que bon, c'est un acteur aussi, Claude Dunant. Je veux vivre plus discrètement, dans l'ombre, dans l'anonymat le plus complet, et consacrer le restant de mon existence à faire le bien autour de moi, à soulager la détresse, à aider et à secourir. Il se croit peut-être avec une auréole au-dessus de la tête. Faut pas oublier que c'est un tortionnaire avant tout. Un pervers, un tortionnaire et que mentalement, pour moi, il n'est pas guéri. Mais il ne le sera jamais. Dunant est venu parler des clients du réseau Sadomaso avec le journaliste et cette fois, il est assez précis. Les clients étaient des personnes importantes habituées au club de rencontres, surtout des Parisiens et quelques Lyonnais. Il y avait des chefs d'entreprise, des chirurgiens, un homme politique nationalement connu, peut-être des magistrats. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet article, il l'a accordé parce que c'était en fait un peu une menace par rapport à ses clients? Oui, mais de toute manière, Dunant, il est soutenu par quelqu'un. Il faut retrouver par qui. Parce que il a la chance avec lui jusqu'à maintenant. Il a fallu plusieurs rendez-vous pour qu'on obtienne cet entretien en dehors du département de Lyon où il était interdit de séjour puisqu'il doit vivre dans l'est de la France et il a été très prudent, il ne voulait pas de photos effectivement. Après cette interview, Claude Dunant se cache. Personne n'en entend plus parler. Nous retrouvons l'adresse officielle qu'il a donnée au moment du renouvellement de son permis de conduire. Nous nous y rendons, son nom figure sur la boîte aux lettres. Pourtant sur place, personne ne semble le connaître.
Oui, il est parti il y a combien de temps Moi, ça fait 4 mois que je suis là et je ne l'ai jamais vu. Ah, jamais vu en fait? Ah bon, parce que j'ai quelqu'un cet après-midi qui disait qu'il avait vu encore il y a quelques jours, mais bon, voilà. Le lendemain, lorsque nous tentons une deuxième fois de le rencontrer, son nom a été effacé de la boîte aux lettres. Après plusieurs semaines de recherche, nous retrouvons Dunant à Mulhouse. Il habite en plein centre, dans un appartement d'un immeuble cossu. Il est loin de se conduire comme une personne effacée et tranquille, comme on nous l'avait décrit. Nous l'avons observé plusieurs jours. Presque jamais seul, Dunant est très prudent et nous semble méfiant et tendu, comme s'il craignait quelqu'un. Donne une boîte postale comme adresse et s'assure régulièrement de ne pas être suivi. Il refuse à plusieurs reprises de nous parler. Pourquoi est-il si inquiet? C'est ce que nous cherchons à savoir en rencontrant l'ancienne compagne de son codétenu à la prison d'Auxerre et qui est demeurée son amie. Nous la filmons en caméra cachée. Vous l'avez connu comment, vous? Moi, je l'ai connu parce que mon concubin a eu un très grave accident, un soir de Java, et il avait de l'alcool dans le sang, il y a eu un mort, donc il avait été incarcéré. Ah oui, d'accord. Voilà. On s'est toujours occupé de lui le temps qu'il était incarcéré. Puis quand il est sorti la première fois, donc il était hébergé dans ma famille. Il était quand même 15 jours sans sortir, parce que les autres ont dit, si on le rencontre, s'il est sorti, c'est qu'il a bavé. Il a eu des lettres de menaces, comme quoi s'il parlait, et en sortant, il était ébloui. Ah bon? Il recevait des menaces par téléphone, par courrier, comment? Par courrier. Lui disant quoi? Bah, s'il parlait, qu'il savait ce qu'il attendait, quoi. Le reste plus, quoi. Parce que lui, t'as payé pour les autres. J'ai beau lui dire, Chico, t'as payé pour des putassiers, des pourris, des pervers. Balance, t'en as rien à foutre. Il a peur encore aujourd'hui? Oh, moi je pense. Pourtant, un jour, nous rencontrons Dunant dans la rue, le suivons dans un café où il se confie. Nous le filmons en caméra cachée. Moi, il a fallu la prison pour que je quitte ce milieu sadomaso et tout ça. Je savais, quand ça empirait avec ma première épouse, je savais que j'irais en prison. Mais ma première épouse, elle avait le chic pour faire connaissance d'hommes bien placés. Et puis on a fait connaissance de quelqu'un qui nous a dit « Attends, ta femme, il faut lui faire connaître un autre monde, tu vas voir que là, ça va l'adresser un peu et tout. » Et puis il nous a initiés. C'est comme ça qu'on est rentré dans le salon. C'est Thieuvan, non, c'est ça? Hein? C'est Georges Thieuvan? Oui, c'est ça. Ouais. Qui est décédé aussi, lui? Oui, bah oui. Et combien il y en avait de clients différents à peu près? On va parler d'une trentaine. Vous savez, au tribunal, ils ont dit qu'on aurait dû être une cinquantaine au banc des accusés. Ils étaient à peu près dans les normes. Ouais. On n'avait que des Parisiens ou des gens de la région de Paris. Des gens de la haute, quoi. Bon, c'est sûr que c'était pas le... Parce qu'on a parlé aussi d'un politique nationalement connu, d'un homme politique nationalement connu. Il y a eu des gens de la politique, oui, mais enfin... Un ministre nationalement connu. C'est pas ministre. C'est pas ministre? C'était quelqu'un dans un parti politique, mais... Nationalement connu? Enfin, son nom n'était sûrement pas inconnu, mais enfin, c'est tout. Le problème, c'est qu'on a... Et celui-là, même, il n'était pas dangereux parce qu'il venait en spectateur. Indirectement, mais par des voies massives. Le cinéaste Yves Boisset s'est passionné pour tous ces mystères. Préparant un film sur les ratés de la justice auxerroise, il a enquêté dans tout le département. Yves Boisset a une petite idée sur ceux qui pourraient menacer Dunant aujourd'hui. Des gens qui ont pu observer
les allées et venues autour de la maison de Dunant ont identifié un ancien ministre pour l'avoir vu à la télévision et l'avoir donc reconnu, et semble assez clair dans l'identification d'un ancien ministre lié d'ailleurs à des activités dans la région. À la suite d'ennuis fâcheux, ce ministre a quitté la carrière politique il y a quelques années. Est-ce que vous avez été soumis à des pressions ou des menaces pendant que vous meniez cette enquête à un moment ou à un autre? Des menaces, non, pas directement. Simplement, un haut fonctionnaire de la région m'a mis en garde en me disant qu'il fallait quand même faire attention parce qu'il y avait beaucoup de suicides, d'accidents de voiture, de crises cardiaques à l'intérieur ou à la périphérie de cette affaire. Et je lui ai dit, c'est quand même pas des menaces. Il me dit non, pas du tout, c'est parce qu'on vous trouve très sympathique. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de fâcheux. Et le soir même, en rentrant à Paris, on m'a cassé ma voiture dans laquelle il y avait les notes que j'avais prises avec les coordonnées des gens qui avaient accepté de me parler. Et vous étiez garé rue de Valois où, disons, les forces de police ne manquent pas. Donc, non, c'est un des terrains de jeu favoris des forces de police en tout genre, puisqu'il y a la Banque de France, le ministère de la Culture et une antenne DRG. Une fois de plus, il paraît difficile de chercher à faire la lumière sur toutes ces affaires. Autour de l'affaire Dunant, au moins 8 personnes sont mortes de suicide ou de crise cardiaque inattendue, à l'exception de Monique Dunant, décédée à la suite d'une chute accidentelle dans l'escalier. Il reste 2 jeunes femmes, Huguette et Michaela, meurtries pour toujours et vivant difficilement. Aujourd'hui, 20 ans après les faits, elles font un bilan bien sombre de leur histoire. Pour vous, il n'a pas payé encore? Il n'a pas assez payé, il ne payera jamais assez parce que les douleurs qu'il nous a fait subir, nous on traîne ça. On traîne ça comme un boulet de canon. Moi j'aurais préféré mourir, au moins j'étais morte, j'étais tranquille, c'était fini. Tandis que maintenant c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est comme un film qui ne s'arrête jamais. Et pour arriver à vivre à peu près correctement, avec du monde qui est autour, il faut se battre contre soi-même. J'ai appris. Ça n'a pas été facile, mais j'ai appris. Il y a des odeurs qui remontent. On se sent sale. Les gens vous regardent en disant c'est pas juste ce qui leur est arrivé. Mais maintenant, c'est des femmes qui sont sales. Vous avez cette impression d'être rejeté? Non, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Et comme je suis assez fière, et je suis assez battante, on va dire, je les regarde, je les souris, puis je leur dis, prenez ma place, je vous la donne. Vous avez l'impression que justice n'a pas été rendue? Non, justice n'a pas été faite, ça a été bâclé. Quant à Huguette, pour retrouver une santé physique totale, elle aurait besoin d'une opération qu'elle ne peut pas s'offrir. Corinne Herman, juriste au cabinet Seban et défenseur d'Huguette, tente de trouver une solution difficile. Aujourd'hui, elle n'a absolument pas les moyens d'obtenir une telle opération et aucune indemnisation n'est plus possible, ou en tout cas elle sera insuffisante pour lui permettre de financer une telle opération. Je pense que c'est un point qui devrait être également étudié et vu par la justice lorsque ce type de victime existe et qu'il y a des conséquences physiques et morales qui peuvent durer des années et des années. Lui, ça y est, pour lui, il a payé sa dette, il a été en prison et tout. Mais il faut savoir que les cicatrices qui nous restent sur le corps, toutes les douleurs qu'on a encore, aussi bien physiques que psychologiques, eh ben, on les portera jusqu'à la fin de notre mort, nous. Donc, nous, on continue à payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Même 20 ans après, il y a des fois, on a envie de se foutre en l'air. Moi, je sais que par moments, j'ai des états suicidaires. Au contraire, Dunant vit dans un bel appartement apparemment sans difficulté financière. Certes, Dunant a payé sa dette à la société, mais une 50aine de clients restent inconnus encore aujourd'hui. Huguette et Michaela vivent toujours dans la crainte qu'elles n'ont pas évacuée. Il leur faudra encore bien des années avant d'avoir une vie paisible.